Bonjour, je m'appelle Charles, je suis un ancien opérateur du premier PMA et aujourd'hui je vous raconte mon histoire pour Vétérans de France. Je suis issu d'un parcours tout à fait basique. J'ai fait études lycée, collège, collège, lycée j'ai fait un petit peu d'études supérieures, un DUT. Par contre, j'ai toujours été intéressé par le milieu des armes, par l'armée. En 2005, on n'avait pas accès à Internet, Instagram, les livres, tout ça pour s'informer du domaine militaire. Je suis issu du sud de la France, vers Albi. Il y avait le 8e PMA qui était à côté. Pour moi, ça représentait en fait, voilà, l'armée. Je voyais, il y avait deux de mes voisins qui étaient là-bas. Je voyais rentrer, à l'époque, tous les militaires rentraient en tenue à la maison. Il n'y avait pas le climat sécuritaire qu'il y a maintenant. Donc du coup, c'était vraiment là, voilà, le 8e PMA, voilà, les militaires, les parachutistes. J'ai vu une fois un avion passer au-dessus de la ville. Donc je me suis renseigné par les médias que j'avais à l'époque. Ça veut dire le reportage sur France 2 d'envoyé spécial qui passait là, les magazines Red de l'époque. Enfin, c'était quand même assez réduit. Après, il y a eu aussi l'époque, le passage au CSO. Le CSO, après, qui est heureusement déjà qu'il y en avait. Après, voilà, c'est vrai que les formations est des fois un petit peu faussée par rapport à ce qu'on nous vend et où on atterrit. Moi, dans ma tête, j'ai dit au CSO, je veux aller à l'armée, des troupes combattantes. J'ai entendu parler les mots commando, force spéciale, tous ces mots-là, en fait. Et en fait, au CSO, ils m'ont dit les forces spéciales, c'est trop dur, mais je te propose ça. Du coup, une vidéo du 35e RAP où on voit en fait des GCP, des hélicoptères qui récupèrent des mortiers, qui déchargent des mortiers, du tir, des mecs qui progressent en ghillie avec des MP5. Je fais, mais en fait, c'est ça que je veux faire. J'atterris en fait au 35e RAP pour faire mes classes. On est en 2006. Donc voilà, les classes, très bien. Voilà, on y retrouve la dureté des classes. C'est du combat en fait, c'est du combat armée de terre, TTA. Fin des classes. Et là, on nous présente déjà au canon. Les canons, déjà, je me dis, les canons, mais les canons, c'est derrière. C'est derrière. Et là, en fait, c'est là où les idées commencent à se reformer dans ma tête. On commence à me parler du premier PMA, des forces spéciales, tout ça. Et je me renseigne un peu plus. Et en fait, je m'aperçois que les tests sont possibles, que des tests interarmes sont possibles, que tous les ans, on peut faire des tests. Et du coup, en fait, c'est là où, à la fin de mes classes, je finis major. Et quand j'arrive devant mon CDU, quand il me félicite, il me dit maintenant, qu'est-ce que tu veux faire pour la suite? Je lui dis je vais à la Bayonne. Donc forcément, il n'a pas super bien pris. Mais après, voilà, après c'était voilà, j'avais mon choix, j'avais pris l'expérience et j'avais vu ce que j'avais vu au 35, qui était déjà très bien. Et mon but a été pour les 2 années à venir de les saouler autant que je puisse les saouler pour pouvoir en fait intégrer le premier PMA. Mon premier passage en commission et en notation, il me dit qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller à Saint-Mexan, tu veux faire ça, tu veux faire ci? Je dis moi je veux juste aller au premier PMA. Donc il prend son craft-papier, il le note. Bon, ok, d'accord. Ce que je savais à l'époque, mais ce que je ne me doutais pas, c'est qu'un craft-papier, ça s'efface. Donc en fait, aucune trace de cette demande, de tout ça. Et l'année, je crois que c'est tous les 6 mois, j'avoue que je ne me rappelle plus trop, mais prochaine commission suivante, on revient à la même question. Ah non, je veux toujours aller, moi, juste Bayonne, juste le premier PMA, faire les tests. Donc entre-temps, je commençais de plus en plus à prendre mon renseignement de mon côté, ça veut dire voir ce qu'ils faisaient. C'est vrai qu'on était sur une époque où en fait, l'accès à l'information était moindre, comme j'ai dit, mais commençait de plus en plus à arriver. On a eu les premiers téléphones couleurs, Internet, on commençait peut-être à avoir, je pense, l'Edge ou la 3G qui arrivait. Donc on commençait à pouvoir avoir un peu de médias. J'ai vu qu'il y avait des portes ouvertes à l'époque, le régiment faisait des portes ouvertes, donc en fait je me suis dit le meilleur moyen pour avoir les informations, c'est d'aller à la source de l'information.
Donc voilà, je suis allé faire les portes ouvertes. C'est Disneyland pour adultes. C'est Disneyland pour adultes, c'est vrai que voilà, on voit des hélicoptères, des armes et la citadelle qui est super belle. Et outre tout ça, on peut parler aux personnes. On peut parler aux personnes. En fait, déjà, on voit que les personnes sont des personnes, c'est des personnes comme vous et moi. C'est la personne, en fait. C'est une personne tout à fait normale, très accueillante et désireuse, en fait, de recevoir du monde. Quand je leur ai parlé de dossier, enfin de postuler, voilà, il n'y a pas de... en fait, on n'est pas reçu de haut. Donc voilà, je prends mes éléments, je retourne au 35 et je continue ma vie de tous les jours. On préparait une mission, on préparait l'Afghanistan. On était en début 2008. L'Afghanistan, c'était du coup ma deuxième mission avec le 35. J'ai eu la chance de faire Djibouti, qui est au niveau de l'artillerie, qui est une très bonne mission, où on a pu quand même avoir un gros volume de tir, que ce soit au canon ou au TRF-1 ou au mortier. Et là, s'ensuit une grosse préparation pour l'Afghanistan, avec des hauts et des bas, vu que en gros, il y a des effectifs à tenir. Donc l'artillerie vient pas, l'artillerie vient pas. On fait une préparation mission comme on peut la faire, ça veut dire qu'on essaie de mutualiser des campagnes avec le 8 pour en fait essayer de comprendre comment nous, mortiers, appuyer au mieux des fantassins et pour eux, fantassins, en fait, nous communiquer avec nous pour qu'on les appuie au mieux. On pouvait partir le lundi, être débooké le mardi et rebooker le jeudi sur la mission. Ça c'est voilà, pendant environ 2 mois, on a eu cette incertitude avec une pièce, 2 pièces, 4 pièces. Bon, au résultat, en fait, au final, on a réussi à partir les 4 pièces. Et voilà, on se retrouve autant le 8 que nous. En fait, on est 80 mecs dans une fob, voilà, assez jeune. Et c'est vrai que ça fait bizarre de voir un petit peu, de se dire là on y est, parce que c'est vrai que Djibouti, l'Afrique, c'est une chose. Il fait chaud, mais on ne sent pas l'oppression. L'Afghanistan, dans les montagnes, il y a cette forme, il y a quand même, on sait qu'on est dans la vraie vie. Mi-juillet, on reprend la fob aux Italiens. On a commencé par faire une patrouille dans la vallée d'Ouzbine, où on appuyait le 8e PMA. Pendant ce temps-là, il y avait une autre équipe du RMT qui appuyait leur section en fait, du côté de Kaboul. Le premier jour, tout s'est bien passé. Et en fait, le deuxième jour, quand l'équipe du 8, appuyée par la section mortier du RMT, est revenue dans la vallée d'Ouzbine, en fait, ils se sont fait accrocher. Nous, à ce moment-là, en fait, on revenait de patrouille du côté de Kaboul, où on appuyait le RMT ce jour-là. Et en fait, on a eu ce compte-rendu d'accrochage au moment où en fait, on était dans la fob, on commençait à dételer les mortiers. On entend qu'il commençait à y avoir des blessés, des morts. C'est là qu'en fait, on savait que le théâtre était particulier. Mais là, on s'est dit, en fait, voilà, là, on n'est pas vraiment, c'est pas nous les vrais chasseurs dans la partie. Là, on est en train de se faire chasser. Et c'est là, en fait, là, il y a eu quand même un gros moment de vide au milieu de tout le monde. En fait, moi, du haut de mes 22 ans, en fait, je regardais mon chef d'équipe. Mon chef d'équipe, pas plus rassuré que moi. Sur le moment, en fait, vraiment au moment du compte rendu et qu'on commençait à avoir des blessés, des morts partout, personne ne savait quoi faire. Après, très vite, sur Warhouse, on a commencé à mettre la QRF en place. C'est un coup de crescent de force. En fait, on a fait toute une colonne de véhicules par entité, en fait, prêts à partir pour aller déjà se prépositionner près de la fob en vue d'être déployés au plus près du contact pour pouvoir, en fait, dans un premier temps, extraire les personnes qui sont encore au contact et après reprendre position de la vallée. En fait, il faut voir que ça aura duré, il y aura quasiment eu 2 jours de combat. On a réussi à extraire les gars, mais en fait, on n'a pas réussi à reprendre totalement la vallée. Le but a été récupérer les blessés et les morts et rentrer et faire le tri après derrière. On voudrait courir au plus vite sur le point pour pouvoir en fait tirer. Après, mais il faut se rendre compte qu'il y a déjà une stratégie à mettre en place, ne pas en fait créer le suraccident. Il a fallu aller se mettre en place, trouver le bon endroit où se mettre en place. Malheureusement, en fait, les personnes étaient imbriquées. Elles étaient vraiment imbriquées. Alors, au début, en fait, impossibilité de tirer.
les personnes en fait, avec les moyens de l'époque. En fait, on n'avait pas il n'y avait pas de beeper, de balises sur les hommes et tout ça. Donc on ne savait pas qui était qui. Donc en fait, très compliqué de pouvoir délivrer des frappes dans la nuit. Il a fallu en fait tenir la position avec le stress que ça mettait parce qu'en fait, il fallait être réactif et pouvoir apporter le meilleur feu possible au monté. Tenir la position parce qu'on n'était pas à l'abri, nous, de se faire taper. On est quand même immobile avec des mortiers dans une vallée. Donc on est aussi un objectif de choix. Il faut rester vigilant. Donc en fait toute la nuit, impossible de tirer. Et au petit matin, en fait, avec les renforts et le soleil qui s'est levé, les équipes de QRF ont pu déjà reprendre un peu position de la vallée et récupérer en fait, les derniers hommes qui manquaient. Et c'est là en fait qu'ils se sont refait prendre la partie. Sûrement l'idée des talibans était de faire en fait, une surembuscade. L'avantage pour nous, c'est que nous, on était placés. Sur la seconde embuscade, en fait, on n'a pas eu de blessés. Les personnels devant ont pu très vite donner des bonnes coordonnées et des bonnes désignations. C'est le facteur, je dirais chance, le facteur chance ou le talent. Je ne sais pas, on le rentre où on veut, mais c'est vrai qu'on a eu efficacité au premier coup. Sur le premier tir, on a eu une efficacité. Donc on a pu envoyer directement des salves d'obus. Je crois qu'on a tiré, je pense qu'on a dû tirer en tout avec les deux pièces, on a dû tirer entre 40 et 50 pélos. En fait on a tout tiré. Techniquement en fait on a tiré tout ce qui pouvait péter, tout ce qui pouvait exploser, on l'a tiré. Et bon, le résultat c'est qu'on est arrivé quand même à reprendre le dessus, à récupérer les personnels, les derniers personnels à récupérer et sous désengager les mecs de la QRF qui étaient pris sous le feu. Ça a été un gros coup de conscience pour beaucoup, enfin pour nous déjà. En fait, on a tous vu que c'était pas un jeu. Je pense qu'il y a eu un avant et un après Ouzbine, parce qu'en fait, c'est vrai que la guerre, en fait, souvent on dit on joue à la guerre, mais en fait on joue pas à la guerre. C'est quelque chose de, enfin, je dirais que c'est même quelque chose d'horrible. En fait, on répond, on est obligé d'utiliser la guerre ou les armes pour répondre à des situations. Mais jouer à la guerre, en fait, c'est vraiment, il y a des gens qui perdent la vie et qui meurent pour ça. C'est vrai que les deux termes sont un petit peu, s'opposent un petit peu. J'ai recroisé des mecs qui étaient sur Ouzbine comme ça quand j'ai fait mon CME, au 8. Et en fait, ça s'est très bien passé. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais c'est vrai que ça s'est très bien passé parce qu'en fait, je suis retombé sur des mecs avec qui j'étais 2 ans avant, que j'ai appuyé 2 ans avant. Et notamment même le chef de stage. Le chef de stage, il était là-bas. On n'était pas dans la même vallée. Il n'était pas sur Ouzbine même. Il me semble qu'il était en Capissa, lui. Mais voilà, on était au même moment, au même endroit. Et c'est vrai qu'on se dit, le monde est petit. Les tests à Bayonne, c'est une longue histoire parce que, en fait, à la base, tout doit bien se passer. Ça veut dire que, comme je l'ai raconté précédemment, il y a la note de service qui dit voilà, les tests pour Bayonne, il faut donner ça, il faut, voilà, pour en fait un dépôt de dossier en juin et validation en novembre pour le début du cursus en janvier. Donc je fais mon dossier que j'envoie à ma compta de compagnie, de batterie de l'époque. Et voilà. Et entre-temps, comme je l'ai raconté, je suis parti en Afghan. Donc je suis le dossier comme je peux. Comme je peux, ça veut dire que on se resitue dans la conventionnelle, première classe. Donc on n'a pas les mêmes accès que déjà si on est caporal-chef, sergent. Je fais mon boulot tous les jours en Afghan, avec toutes les patrouilles, les missions, les tics qu'on peut avoir. Je commence à me faire à l'idée que je ne serai pas à Bayonne. Arrivé en novembre, il me semble, on avait en fait sur la FOB, on avait des stations internet. Je crois qu'on avait 6 câbles internet pour les 80 ou 100 personnes de la FOB. Donc je me connecte, c'était MSN à l'époque, on s'envoyait des whiz et tout ça. Je vois un message de mon pote qui, comme je l'ai dit, faisait son cursus à Bayonne et qui venait de finir. Il me dit j'ai fini mon cursus, j'ai ramassé, mais c'est trop bien. En fait, c'est un paradoxe. En fait, c'est très très dur, mais en fait, tout ce qui est dur est bien. En fait, c'est ça. Ouais, j'ai mal au doigt à force de tirer. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir mal au doigt à force de tirer. Du coup, il me demande est-ce que j'ai des nouvelles pour mon dossier.
Je lui dis, bah, écoute, pas de nouvelles, ça a l'air compliqué, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Et il me dit, ben, bouge pas, je vois le PVAT normalement demain, enfin dans la semaine. J'essaierai de voir un petit peu ce qu'il en est pour gratter quelques nouvelles. Donc voilà, déjà voir le PVAT, c'est vrai qu'on n'a pas la même interaction avec le PVAT au premier PMA que dans des régiments voilà, de conventionnels. Il me rappelle, enfin il me renvoie un mail ou un message, ouais, une semaine après. Il me dit, bon, écoute, il y a un problème parce que ton dossier, il n'est jamais arrivé à Bayonne. Il n'est jamais arrivé à Bayonne. J'ai discuté avec le PVAT, on a parlé tout ça. Il m'a demandé si tu vas aller le couper, tout ça. Et je lui dis oui. Mais du coup, il va falloir que très vite, tu lui envoies un dossier, tu envoies tout ce que tu peux. Je fais envoyer le dossier au plus vite. Et quelques temps après, il me renvoie un message, il me fait ok, c'est bon, t'es pris, ils t'ont rajouté. Je suis rentré en janvier 2009 pour en fait commencer le cursus en fin janvier 2009. On part sur 9 mois de formation. Pendant la première partie, en fait, la moindre faute ou la moindre chose peut me faire retourner au 35. En février, je me suis retrouvé sous la pluie à 3 h du mat, comme ça, en me demandant ce que je foutais là. En fait, trempé, on partait pour une semaine de marche. Et là, en fait, le premier jour, tu es trempé, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis trempé, j'ai encore pour une semaine trempé. Et tu te dis, allez, bon, les autres l'ont fait. Ils sont pas meilleurs que moi. Ils sont pas moins bons, mais ils sont pas meilleurs que moi. Donc en fait, je le fais. Je continue. On commence à peu près 80, je crois qu'on finit à 19. Les 19, on est ventilés, la moitié sont ventilés dans les compagnies de combat, l'autre moitié est ventilée en cellules trans. Du coup, je reste quelques années dans le stick SAS. Puis après, j'ai eu la chance en fait de pouvoir accéder à stick CTLO-CO. C'est en fait chuteur opérationnel et contre-terrorisme et libération d'otages. L'acronyme il est comme ça. Mais il y a plusieurs formations annexes qui sont nécessaires en fait pour y aller. Il y a d'abord le stage CTLO, tout ce qui est contre-terrorisme et libération d'otages, et après le stage chuteur opérationnel. Chuteur opérationnel, ça consiste en fait à sauter d'un avion à 4000 mètres, potentiellement dériver, ouvrir son parachute et tenter d'atterrir en fait le plus près du point souhaité. En fait, on peut faire soit des ouvertures hautes, soit des ouvertures basses. Et après, maintenant, vu que les formations en fait sont assez denses, sur mon stage, en fait, on n'a pas pu faire énormément d'ouvertures hautes en fait d'ISV, en fait, de dérive sous voile. Donc on l'a fait, on n'en a pas fait. On a été qualifié chutops, mais sans l'ISV. L'ISV, en fait, j'ai commencé à la faire en revenant au régiment, j'en ai fait 2 jours. Et en fait, ma première ISV de nuit s'est fait en fait dans un contexte opérationnel. On revenait de 2 semaines sur une BOA, sur une base avancée. Et techniquement, en fait, c'était les 2 semaines off. On n'y passe pas sur le coup, mais il y a le téléphone du chef de groupe qui sonne, il part. Là, nous, on finit nos trucs. Et là, on le revoit 1 heure plus tard, à midi. Il lui dit, bon, ben là il se passe quelque chose. Il y a un convoi qui part du nord du Sahel, qui va vers le sud. Et il faut absolument l'intercepter. Du coup, il nous explique que le seul moyen de l'intercepter, c'est d'y aller en chutops. Ça veut dire qu'on a l'avion qui est là. On a 1 heure pour faire les caisses. On se dirige dans l'avion. On fait un premier bond. Une autre équipe chutops qui est déployée va nous rejoindre. On se met en place et on prévoit un saut dans la nuit. Donc ok, là, tous les éléments, faire les caisses, les trucs. C'est vrai, même si on l'a drillé à l'exercice, c'est vrai que le renouveau de l'action en chute opérationnelle, c'est fait sur Archange Foudroyant. En fait, on recommençait à prendre un petit peu d'ampleur et à essayer de remaîtriser un peu plus le sujet. Alors ISV, on est largué là, on commence à faire les points, on charge, on n'oublie rien, on se pèse. On se pèse en fait parce que le parachute il a une MTE, c'est une masse totale équipée. Et techniquement en fait il ne peut pas aller au-delà de cette masse. Sur un G9, qui est le parachute opérationnel militaire de base, en fait on est à 160 kg. 160 kg, on y est très vite parce que quelqu'un comme moi, même si je suis svelte et félin, je suis déjà à plus de 80 kg, plus l'équipement, plus le poids de la gaine et tout ce qui va avec.
on flirte tous aux alentours des 150 et voire 170 kg. Donc voilà, c'est répartir un petit peu le poids pour essayer d'avoir le moins de personnes qui dépassent. On s'équipe, on se configure, on fait le premier bond et arrivé sur le point intermédiaire où l'autre équipe du CPA nous rejoint, on commence à préparer en fait l'infiltration, voir les points de largage, les points de posée et tout. Donc là, techniquement, là, j'étais quoi? J'avais peut-être 6 mois de chute ops. Ouais, c'était ma première ISV de nuit. Saut, on va dire, saut vraiment tactique de nuit, ça doit être mon deuxième. Donc j'avais énormément d'informations qui passaient, qui arrivaient par le petit canal, le petit canal habituel. Donc ok, tu sors de l'avion, tour, tu fais ton quart de tour, l'axe, surtout primordial en fait, c'est l'axe. En fait, il fallait que j'essaie de refaire ma mission en tête. Et là, en fait, mine de rien, en fait, ce qu'on ne voit pas passer, c'est le temps passe très vite. Le temps passe très vite. Là, on nous dit, bon, ben là, ok, là, dans 20 minutes, il faut charger. Ok, donc on finit, on charge on gave les GPS parce qu'en fait, il fallait mettre. Et à l'époque, en fait, il n'y avait pas toute la technologie qu'il y a maintenant où on pouvait envoyer tous les points d'un coup. Et, il fallait brancher les GPS, configuration, problème de configuration, ça ne marchait pas. Donc c'est vrai qu'on est très vite ric-rac par rapport au temps. Arrivé au moment de monter, en fait, on s'aperçoit qu'on a, en fait, personne n'a mangé. Au fur et à mesure, le temps passe et les heures passent. On a commencé, on a pris l'avion vers 13 h. On a fait tout ce qu'on avait à faire. On a dû poser vers 15-16 h sur le point intermédiaire. Et en fait, faire la prépa mission avec l'autre équipe. Du coup, 17-18 h. On a dû embarquer vers 21 h, 22 h dans l'avion. En fait, jusque-là, même s'il y a autre chose à faire, on n'avait pas mangé. Et on sait qu'on partait pour minimum encore une journée de plus. Parce qu'en fait, la mission commence techniquement que dans 6 heures. Donc en fait, on part déjà avec des cases à moins. Et c'est là, les pilotes, bon, ils ont dit, prenez notre bouffe, nous, je pense que dans 4 heures, quand on va poser, ils auront trouvé une solution. Du coup, on était une vingtaine à se partager le repas de 6-7 personnes. Après, voilà, c'est vrai que ça a été, vas-y, je prends une cuisse, je prends un peu de riz. Enfin, sur le coup, on n'avait même pas de couvert, on a pris, voilà, c'est juste histoire de dire, bon, pour la forme, on a mangé un coup. Mais c'est vrai que si on commence à puiser déjà sur ce qu'on a sur nous, avant que la mission ait commencé, je veux dire, on ne part pas dans la meilleure des conditions. Mais ce que je me rappellerai toujours, en fait, c'est que quand on s'est mis en place pour le check final, en fait, le check final, on se lève, on se met tous en ligne. On réinspecte une dernière fois avant de sauter, l'histoire qu'il n'y ait pas de grosses fautes techniques sur l'équipé du parachute. On ne pourra pas tout inspecter, mais voilà, on vérifie qu'il y ait bien que le parachute soit bien fermé, que le capot du secours ne soit pas ouvert. Voilà. Il vaut mieux en fait laisser quelqu'un dans l'avion avec un parachute non conforme plutôt que de faire jeter de 4000 mètres et de dire advienne que pourra. Quand je suis en train de faire la vérif et qu'on me passe la pochette de mon RSE que je devrais moi-même donner en fait au largueur, je m'aperçois en fait que j'ai ma cuisse de poulet dans les mains encore, que j'ai gardée pendant tout le vol. Donc bon, cuisse de poulet, je m'en sépare. Et voilà, et du coup, j'arrive à la rampe, je donne mon RSE et j'entame mon saut. J'arrive à la porte, je largue ma cuisse de poulet, je saute, je tombe, tout s'est bien passé, le RSE s'est déployé, j'ai fait mon quart de tour, j'ai atterri. L'atterrissage, c'est pareil, c'est quelque chose de particulier puisque en fait, là, vraiment, on sent vraiment le néant. En fait, il n'y a plus de bruit, on pose dans le vide. Puisqu'on a toujours l'habitude de poser tous ensemble, il y a toujours dans les sauts quelqu'un qui parle, quelque chose. Le saut se finit, tu vois que tout le monde est au sol. En fait, mais là, en fait, dans la vraie vie, la mission commence une fois qu'on arrive au sol. Tout ce qu'on a fait avant, en fait, ça compte pas. Ça commence en fait maintenant. J'arrive au sol. Et là, il n'y a plus de bruit, plus rien. Tu dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui va bouger? Est-ce que je vais entendre quelque chose? Et là, au contraire, en fait, on est content de rien entendre. Du coup, j'arrive au sol. Et c'est vraiment
ouais, ce silence qui est marquant aussi. De dire, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je sais pas si vous voulez, en fait, au fond de moi, qu'il se passe quelque chose ou qu'il se passe rien. J'entends quelque chose, ça veut dire que je suis à vie et que je suis au bon endroit. Et j'entends rien, ben, il n'y a rien. Et du coup, voilà, ben, j'arrive, j'ai pas trop mal posé. Voilà, après, de nuit, on n'est pas sur de la PA, j'ai dû poser dans la bulle, j'étais à 200-250 mètres du point, le temps de rejoindre le point. Mais même 200 mètres du point, c'est vrai que en fait, on voit rien de nuit. Ben, du coup, voilà, il y a les nuits qui sont catégorisées de 1 à 5, et c'est vrai qu'à nuit 5, on voit quasiment rien. Parce qu'en fait, la JVN, on va faire c'est un intensificateur de lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien à intensifier. Et donc, en fait, au milieu du désert où il n'y a rien, où tu n'as pas un lampadaire, où tu n'as pas une petite voiture qui passe avec un peu de lumière, tu ne vois pas grand-chose. Même à 200 mètres, on voit pas, des fois, on a du mal à distinguer les copains et tout ça. Et c'est vrai qu'avant de bouger, il a fallu déjà voir, en fait, est-ce qu'il n'y avait pas le petit berger traditionnel du Sahel qui passe, qui est là. Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas de maison, il n'y a rien, il ne se passe rien, mais tu as toujours un berger qui passe avec une biquette. Et tu te dis, mais il vient d'où lui? Je veux dire, il y a toujours un truc improbable. Donc voilà, du coup, on récupère, on reforme les équipes. L'action se fait, l'action se passe bien. Ouais, c'est une action coordonnée sur plusieurs secteurs entre les avions, les hélicoptères et nous. On récupère le convoi, en fait, on arrive à intercepter le convoi et à récupérer ce qu'on a récupéré. Et tout se passe plus ou moins bien. Pas de blessés, on a même réussi à faire des prisonniers. On a capturé une personne et fait un blessé. Et du coup, en fait, le blessé était médicalisé proche de l'hélico. Et en fait, il était abrité du soleil par la pale de l'hélico. Il tenait tant bien que mal sa poche de perf voilà, dans la main. Et en fait, au fur et à mesure que le soleil tournait, ben, l'ombre de la pale de l'hélico bougeait. Et on avait le blessé qui serpentait pour suivre la trace d'ombre. Ça apaise le climat un petit peu aussi. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? Et tu sais très bien qu'il fera rien d'autre chose parce qu'il est déjà pas bien. Il avait du mal à tenir sa poche de perf. Et s'il lâche sa poche de perf, en fait, il a plus de perf et je pense qu'on le perd. Donc, et bon, on avait quand même un œil dessus. C'est vrai que tu peux pas l'engueuler, tu peux pas le savater pour dire bouge pas. Même dans la dureté du terrain et dans la dureté de la mission, en fait, on arrive toujours à décrocher des souvenirs marins et des petites barres de rire. En fait, c'est improbable. On était en planque sur un point sur une QT ou sur un truc comme ça. Et du coup, on était avec un pote. On avait la F40 et je sais plus, une caméra. Ouais. Et une caméra pour observer en fait ce qui se passait en bas. C'était en France dans les montagnes. Et en fait, on observe. On était cachés on a mis des filets cam sur les rochers, tout ça, on était cachés. Je tourne la caméra. Et là, je vois deux randonneurs qui arrivent, un petit couple. Et là, je vois qu'ils commencent à s'embrasser. S'embrassent, bon. Et là, en fait, la meuf, elle commence à se mettre à genoux. Et après, bon, je sais pas si tu as un dessin, mais j'ai quand même envoyé c'est le TRC à l'époque. J'ai fait, je dis, oui, mais là, il y a deux personnes qui sont en train de copuler. Enfin, de copuler. J'ai quand même eu l'ordre de faire les vidéos et d'avoir des preuves. En plus, moi, c'était ma caméra perso. À l'époque, tu fais beaucoup de trucs en perso. Donc en fait, je galérais à avoir une image stable de l'objectif en bas, en contre-plongée de la vallée. Et du coup, on la voit, c'est énorme. Après, c'est vrai que dans tout le panel d'émissions, en fait, dans toute la complexité d'émissions et les phases compliquées, en fait, tout ce qu'on peut ressortir de dur d'émission, il y a quand même des choses il y a quand même des moments, en fait, quand on y repense, on se dit, mais elle est où la caméra? Parce que je me rappelle, pareil, une fois, en fait, on fait une capture en fait, tout à fait basique. En fait, c'est tout à fait une capture type police. Ok, on encercle la maison, sortez, les mains en l'air. En fait, pour schématiser, on est sur ça. On est mis en place avec des VAB, avec la conventionnelle qui fait
le périmètre extérieur, nous on faisait le périmètre intérieur. Donc voilà, là il y a 2 mecs avec le bouclier qui arrivent à la porte du mec, le traducteur derrière le bouclier, et là on tape à la porte. Ça interagit pendant 5 minutes, voilà, il faut que tu viennes, tu nous accompagnes, de toute façon tu ne pourras pas sortir, la maison elle est cernée, regarde, il y a un hélico au-dessus de la maison, voilà, tu peux rien faire, voilà, viens avec nous. Donc bon, la personne en face sait qu'elle n'a aucun moyen de partir. Il y a 4 VAB, il y a 2 groupes, un hélicoptère avec un tigre au-dessus, voilà. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que le mec nous dit je vais sortir. Il nous annonce, en fait, il nous dit j'ai mon arme, j'ai ma calache, je la prends ou je la laisse ici. Et c'est vrai que sur le coup, on répond non, laisse-la là, t'inquiète pas, t'en auras pas besoin où tu vas. Mais c'est vrai que quand on y repense, le mec il dit venez avec nous, c'est comme si la police arrive. Ouais, venez avec nous. Je prends mes armes ou je les laisse ici. Le mec, il a cru qu'il allait combattre avec nous, c'est qu'il allait venez, on va pacifier le désert. C'est ça qui rend aussi le métier, ce métier, on va dire, particulier, parce qu'en fait, tous les jours, il se passe en bien ou en mal, mais il y a son lot de surprises. C'est vrai qu'on est quand même dans le métier des armes, où en fait, on est prépositionné dans des pays qui sont assez hostiles. Et c'est vrai que voilà, on peut rigoler, c'est vrai qu'on peut avoir des situations assez cocasses régulièrement. De temps en temps, en fait, aussi, on a des situations en fait, beaucoup moins cocasses. Donc en fait, pareil, des opérations où on perd des copains. C'est vrai que ça arrive, on est là pour ça. On le fait pas, voilà, on s'y prépare, mais c'est vrai que même en étant plus ou moins préparé, on n'y est jamais prêt en fait. On n'est jamais prêt à laisser partir quelqu'un, même blessé, même voir un blessé ou un mort. Voilà, c'est vrai que c'est mieux quand ils sont en face. Mais c'est vrai quand c'est des nôtres, comme quand l'opération où on a perdu Denzel, c'est vrai que c'était assez lourd. C'était surtout quand on partait sur une grosse opération, on savait que ça allait être costaud. On ne pensait pas que ça allait être costaud si vite en fait, parce qu'en fait on devait récupérer plusieurs points. Quand je dis points, en fait, voilà, c'est des points d'appui. On progresse sur le premier point qui était une petite colline là où on décèle une sentinelle qu'on traite, voilà, sans trop de difficulté. On n'était pas, vu qu'on était de nuit avec sous JVN tout ça, donc avec toute la technologie qui nous va bien. Pour l'instant, on ne rompt pas la discrétion. Donc voilà, deuxième point, pareil, il est pris sans trop de difficulté. Et arrivé au troisième point, en fait, nous déjà de mon ressenti perso, on entend tirer, rafaler, on entend que ça bloque. Parce qu'en fait, ça tire, ça réplique, et là on sent que la situation elle commence à se figer. Donc voilà, là pour l'instant, après on attend que voir comment progresse l'équipe du CPA. 20 minutes, une demi-heure après, on commence à avoir des comptes rendus disant qu'ils sont fixés, qu'ils ont Denzel qui répond plus à la radio, qui devait en fait, il était en avance de phase eux deux avec son binôme pour venir en fait prendre appui sur le point pour que le reste du groupe en fait déborde par l'autre côté. Et en fait, ils n'ont pas pu faire ça, ils se sont fait prendre à partie dès le début. Et voilà, la situation, en fait, ce qu'on avait comme information, c'est ça. On avait en fait, les deux étaient partis, ça a rafalé, et ils n'ont plus de contact avec Denzel. Ok, là, qu'ils essayaient de reprendre le dessus, mais que de leur position, en fait, ils n'arrivaient pas à avoir le dessus. Nous, on était situés directement à leur gauche, en fait, et du coup, on a eu pour mission, en fait, d'essayer de contourner l'objectif et de les prendre à revers. On a réussi à sécuriser ce mouvement de terrain aux alentours de 6 h du matin. Ce qui en est ressorti en fait, de l'opération, post-action, c'est qu'en fait, tous regroupés sur ce point-là et qu'en fait, ils avaient élu une défense ferme sur cet objectif-là et qu'il y avait des cavités que même de nuit, on est passé à côté, qu'on n'a pas vu et qu'on a redécouvert de jour. On a capturé un personnel qui était caché, dans lequel on était passé de nuit, il y a un mec. On est passé à 3 mètres de lui dans la nuit. Alors, il ne nous a pas vus, il était terrifié, il n'a pas tiré, son arme ne marchait pas, je ne sais pas du tout. Mais en fait, on l'a chopé 2 jours, juste à côté de notre point de dépôt de sac.
Et c'est vrai que entre la jour et la nuit, le décor il a changé, en fait c'est plus le même décor. On le percevait pas du tout pareil. Et du coup là il a fallu les prendre, en fait faire tout le tour, monter par-dessus et venir faire quasiment un assaut au corps à corps. Moi j'étais sur l'équipe qui est restée en hauteur et qui les tapé par le dessus. Et une seconde équipe qui a fini de contourner et qui est rentrée dans les crevasses au pistolet, au Glock et lampe jour pour finir. Et en fait les contacts se faisaient à 1,50 m. Ben, après moi sur ce que j'étais à 2-3 mètres, voilà, c'est quand même très violent hein, parce que là en gros c'est vrai que quand tu peux voir l'expression du visage du mec sur lequel tu tires, c'est que c'est relativement près. Non mais c'est vrai que c'est relativement près, c'est là où... parce qu'en fait quand tu tires sur une silhouette à 200 mètres, tu vois une forme, tu tires dessus, elle tombe pas, et tu vois le résultat. Et quand tu peux voir en fait l'expression du visage sur la personne à laquelle tu tires, c'est vrai que c'est quand même... Là si tu dis en fait, là, le contact il est très violent et on est très près. Ça ricoche dans tous les sens. C'est là en fait ce qui m'a fait prendre conscience sur toutes les interactions qu'on travaille à l'entraînement et en fait que dans la vraie vie on ne fait pas. Par exemple, tout comme, mais c'est vrai que le changement de chargeur, là sur des trucs comme ça, je tirais 6-7 coups, je faisais des changements tactiques. Dès que je pouvais remettre un chargeur plein, je remettais un chargeur plein. Et je ne vais pas jusqu'au bout du chargeur pour dire je vais driller mon meilleur changement de chargeur. En fait, le meilleur changement de chargeur qu'on fait, c'est le changement de chargeur en fait, qui ne se fait pas. C'est celui qu'on a déjà fait. Je l'ai fait de manière instinctive et de survie, en fait, par survie, de dire. Et surtout, en fait, je tire, je me cache, et quand je ressors, en fait, j'ai dit quand je ressors, je veux que mon arme elle marche. Et donc, en fait, tous ces petits checks, vérifier que le chargeur il est encore bon, mettre un nouveau chargeur, pour pouvoir dire en fait si je t'en envoyais 30 maintenant je t'en enverrai 30. Au début c'était fallait être très visuel, il y avait beaucoup de visuels et beaucoup de chorégraphie on va dire dans les actes, mais en fait on s'aperçoit qu'en fait c'est pas ce qui marche et surtout faut pouvoir en fait instruire de la même manière à quelqu'un qui tire 2 cartouches et quelqu'un qui en tire 2000 par mois. En fait il faut qu'ils comprennent l'acte. Nous on a fini l'assaut au petit matin, en fait en ratissant la zone. On s'est fait plus ou moins prendre en partie par un mec caché dans une faille de rocher. On a un EOD qui avait des mini-charges, des mini-grenades avec des pennes 250. On a greffé le Pax au mur avec ses pennes 250. En fait, il a grimpé au sommet du rocher, d'où était l'origine de la faille en fait. Il a lâché 2 petits pennes 250 avec les mèches lentes à 10 secondes là. Et on a juste attendu en fait de voir la fumée qui s'échappait de partout du rocher pour dire bon, normalement le problème est réglé. Si je reviens sur le cas de Denzel, en fait, outre le fait qu'on avait perdu en fait, contact avec lui, en fait il y avait énormément de choses qui nous est passé par la tête. Comment il est, est-ce qu'il est en vie, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est en bonne santé ou pas? Est-ce que son matos en fait est toujours avec lui ou est-ce qu'en fait son matos a été dérobé? En fait, il faut savoir que en fait, on a l'équipement comme des JVN, des jumelés de visée nocturne, des armes avec tous les optiques en fait, qui sont au-dessus, désignateurs laser, des lampes et tout. Et en fait, ce qui nous pénalise énormément nous dans notre travail, puisqu'on est habitué en fait, à travailler avec cet environnement-là et en étant les seuls à le posséder. Donc c'est vrai qu'il a fallu en fait, du tac au tac, switcher en fait toutes ces interfaces. Ça veut dire arrêter d'utiliser nos beepers hier, temporiser l'utilisation de nos lasers. Et c'est vrai que si on n'est pas habitué, c'est particulier. C'est particulier parce qu'en fait on ne savait pas si l'ennemi avait pris possession en fait, de tous ces éléments. Et du coup en fait il y a eu cette période de flou. En fait, quand on a dit stop, attendez. Est-ce que, parce que là en fait comme moi et tout le monde l'a vu, quand on se suit on se repère par rapport à nos beepers. Donc en fait si l'ennemi n'est pas plus idiot que nous, s'il récupère les JVN, il n'y a que 2 boutons dessus, il va normalement très vite savoir comment ça marche, s'il ne sait pas déjà comment ça marche. Et voilà, la Minimi
c'est une autre chose parce que c'est quand même beaucoup plus complexe en arme. Mais déjà, en fait, s'il peut arriver à prendre du matériel et à l'utiliser, en fait, notre technologie peut se retourner contre nous. Donc en fait, voilà, il a fallu finir la mission en fait, dans des éléments dégradés qui ne sont pas forcément les conditions dans lesquelles on s'entraînait à l'époque tous les jours. Maintenant, de nos jours, en fait, si on devait être engagé du côté de l'Est, du côté du Moyen-Orient, en fait, où il y a des armées ou des opposants en fait, qui ont beaucoup plus de capacités technologiques, en fait, on se rend compte que en fait, avec nos lasers, si nous on les voit avec des JVN, ça veut dire que la personne en face qui a des jumelles de vision nocturne va aussi les voir. Ce qui veut dire que nous, en voulant en fait désigner quelque chose, on va aussi se désigner nous-mêmes. Et c'est vrai que ça fait partie d'un processus qu'il a fallu intégrer. Et on a récupéré Denzel, on a constaté la mort au petit matin. Et après, du coup, la manip a été gelée à cet endroit-là. On a fini de sécuriser le périmètre et après on est rentré au camp, vu que en fait, là, c'était 2 jours, donc en fait, on n'allait pas reprogresser 2 jours sur les autres objectifs. Les autres objectifs avaient été en grande partie en fait, évacués par l'ennemi. Donc on est rentré, on a arrêté la mission en fait, à ce niveau-là. Et en fait, il faut toujours mesurer la part de risque par rapport à l'objectif. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on acquiert avec de la maturité et avec du temps en équipe. Parce qu'on est souvent tendance, et à tort, à faire beaucoup de manip sans opposition et sans vraies oppositions, qui sont déjà en fait, il faut les faire, mais qui sont faussées. Et même les oppositions en simulation, déjà on voit qu'on a déjà beaucoup plus de retenue parce que ça fait mal, mais voilà. Quand on sort en fait d'une opposition et qu'on a pris une balle dans l'épaule, enfin une bille dans l'épaule, on rejoue direct après, on fait la prochaine opposition. En vrai, on sort avec une balle dans l'épaule, on n'est pas là pendant les 6 prochains mois, minimum. Et c'est ça qu'on a des fois en fait, pas du mal à intégrer. Mais il faut aussi le prendre en compte, que est-ce que l'opposition et le degré d'engagement qu'on met dans ce qu'on fait, qui doit être forcément au maximum, mais est-ce que des fois il n'est pas trop engagé par rapport à la situation? Et ça en fait, voilà, c'est quelque chose qu'on fait, que la maturité en fait, je pense que fait gagner, d'arriver à jauger et à donner juste ce qu'il faut. Voilà. Des fois en fait, il y a des solutions qui sont meilleures que de rentrer de face. Trouver une autre option, affaiblir, et le fatiguer la personne. Voilà. En fait, il faut être. C'est un combat, il faut être pas plus idiot, mais il faut être plus malin que son adversaire. Et pour être plus malin que son adversaire, en fait, techniquement, il n'y a pas de règle. La bonne règle, c'est celle qui marche et qui vous fera sortir en vie de l'opération. En 2017, lors d'un déploiement au Sahel, sur un entraînement de tir de nuit, truc plus basique, j'ai été blessé en fait par un tir fratricide dont on n'a pas encore en fait à ce jour tous les éléments. Voilà, il y a encore des enquêtes en cours vis-à-vis de ça. Et du coup, en fait, j'ai reçu une première balle qui est venue taper mes équipements sur le côté droit, en fait, me fracturer une côte. Et la seconde balle est rentrée par mon omoplate et est sortie par ma clavicule. Le choc déjà de base, il est très, très particulier à expliquer parce que en fait, c'est pas, je ne saurais pas dire si ça fait mal, si ça choque. Mais en fait, quand la première balle est venue m'impacter, j'ai été blasté. J'avais l'impression de prendre un punch, un gros punch, mais sans trop savoir pourquoi. Pour faire l'anecdote, en fait, au début, je croyais que c'était vraiment une grenade qui avait pété dans mes équipements. Juste avant, en fait, je fais toujours gaffe à mes grenades. Et que juste avant la séance de tir, en fait, j'avais enlevé mes grenades défensives. En fait, à chaque fois que je faisais une séance de tir, en fait, j'enlevais ces grenades défensives parce que si jamais on avait à tirer des grenades pendant l'entraînement, en fait,
que je tire en fait que des grenades, d'exercice, des offensives ou des assourdissantes, qui n'ont aucune projection. Dans la catégorie des grenades, en fait, l'offensive est beaucoup moins dangereuse que la défensive. L'offensive, en fait, pour la plupart, en fait, elles ont une carcasse en plastique. Et en fait, à peu près, c'est un gros pétard, un gros pétard. Voilà. Ça va avoir un effet sonore, ça va blaster un petit peu, mais en fait, il ne va pas y avoir de projection mortelle. Sur une grenade défensive, en fait, on va avoir en fait une enveloppe qui va être en céramique, en métal. Sur certaines, les américaines, en fait, on va les reconnaître vraiment parce qu'elles vont être striées, un peu comme des ananas, un carré d'ananas. Et en fait, elles vont avoir la particularité en éclatant, en fait, en plus du blast, de l'effet sonore, en fait, d'avoir énormément de projections et de pouvoir être létale ou incapacitante sur un périmètre défini. Donc on fait notre séance en fait en allant aux cibles. Je ressens en fait une espèce de blast, enfin quelque chose d'inexplicable côté droit. Moi j'avais l'impression en fait, ce que j'ai imaginé en premier lieu, c'est j'ai une grenade qui a pété dans mes équipements et en fait j'ai tout le côté droit qui est explosé. Pour resituer l'image que j'ai à ce moment-là, c'est ça. Donc j'annonce tant bien que mal blessé à la radio, réel. Je vois l'Oxane arriver, je vois en fait tout le monde qui s'amasse autour de moi. Je ressens énormément de mal à respirer. Je sens en fait, c'est ça qui me fait sur le moment qui me fait le plus mal. En fait, c'est pas la douleur elle-même, c'est surtout ce faculté à ne plus arriver à respirer. En fait, parce que en gros, la seconde balle, quand elle est passée, elle est rentrée par l'omoplate, sortie par la clavicule et a perforé le poumon. Et en fait, il se passe que en fait, il y a une poche d'air qui se crée entre le poumon et la plèvre, compressant le poumon, ce qui s'appelle en fait le pneumothorax. Et au fur et à mesure en fait, que je respirais, cette poche d'air en fait, elle grandit, tant que le pneumothorax en fait n'est pas bouché, en fait, et qu'ils exsulfent pas la plaie, en fait, qu'ils chassent pas l'air en fait entre le poumon et la plèvre. En fait, cette poche d'air, elle va grossir et me comprimer de plus en plus. Par la suite, ils ont très vite exsulfé le pneumothorax, ce qui m'a fait en fait récupérer un petit peu de capacité respiratoire. On ressent vraiment cette différence, on ressent vraiment cette libération. C'est comme si on nous appuyait violemment contre la paroi thoracique, contre les poumons, et que d'un coup on libérait. J'arrivais enfin à peu près à respirer. Du coup, je suis parti pour 2 heures d'hélico direction Gao. Il y a une douleur, mais en fait l'état de choc, la morphine et la situation générale ne me font pas ressentir la douleur plus que ça. La première chose qui me passait dans la tête, en fait, c'est ouais, je vais mourir ici. Je vais mourir sur le sable au Sahel. La deuxième chose, en fait, c'est je vais partir et je vais pas pouvoir faire la mission. Ce qui me faisait peur et mal, c'est d'être éloigné du groupe, éloigné de mon groupe pendant une durée indéterminée. Je ne pensais pas que c'était aussi grave. Parce que bon, j'ai mal, je parlais un petit peu, j'étais pas bien. Mais on a du mal à avoir cette lucidité à ce moment-là, de dire en fait, mais non, mais en fait là, tu es out, tu es vraiment out. Et je pensais, j'ai dit à mon pote d'aller me chercher mon téléphone pour pouvoir en fait rester en contact avec eux dans ma tête la semaine ou les 2 semaines que je serai à Gao en train de me faire soigner. Et on a tous ces images, les images des films ou des trucs, le mec il se fait tirer dessus. On lui met un bandage, il fait une semaine, il dit qu'il va bien. Il dit au docteur, de toute façon, c'est moi, je veux sortir, je sortirai. En fait, c'est pas ça. Le docteur, déjà, il te dit, tu restes là, tu restes là. Enfin, c'est pas. Enfin, c'est. J'arrive à Gao, déjà prise en compte par. Je sais plus combien, j'avais de personnes autour de moi à la sortie de l'hélico. J'avais un mec qui me prenait le bras avec le pouls, un autre mec qui me posait une question, qui me touchait les pieds. Il y avait je sais plus combien de médecins autour de moi, je voyais tête partout qui me posaient des questions. Je savais plus où, j'avais les yeux qui partaient dans tous les sens. Du coup, on m'amène en salle d'opération et en fait, le docteur qui commence à me poser des questions, tout ça. Je lui dis non mais je sais plus comment je lui sors, mais je lui dis de toute façon, combien de temps combien de temps vous comptez me garder parce qu'il faut que je prenne mon chef de groupe. Mais là, il me dit mais non, mais en fait, t'as pas compris là. Là, je t'endors, tu te réveilles en France et tu rentres là. Dans ma tête,
J'ai envie de dire non, mais et en fait, il me l'a dit d'un ton tellement déterminé et en fait protecteur, paternel et déterminé que tu sais même pas quoi dire. En fait, tu sais, tu as dit ah, c'est ah. Parce que là, il y a tout le film que tu t'étais fait. Bon, je vais rester là, j'ai pris mon téléphone, donc je pourrais leur donner des infos. Au pire, j'irai là. S'ils viennent, au pire, ils viendront me voir. En fait, mais en fait, je rentre. En fait, dans 2 jours, je suis à Paris. C'est vrai qu'il se passe un film. Ton film, en fait, il s'arrête, il change la cassette et il met le vrai film, en fait, le mec. J'ai eu le temps de voir, en fait, les THP de chez nous, les tireurs de précision de chez nous, qui étaient déployés, en fait, qui étaient déployés sur la base, qui sont venus me voir un petit peu, voir si j'allais bien. Et juste avant qu'on me mette le masque pour m'endormir. Et me dire le jour d'après, enfin le jour d'après, le réveil d'après, c'était Paris, c'était Percy, sortie de réanimation. Ah, c'est des montagnes russes, ouais, c'est assez particulier. Après, voilà, c'est vrai que maintenant ça fait partie de moi. Je pense pas que, honnêtement, même si j'avais le choix, je changerais pas parce que c'est vraiment quelque chose. Parce que même tout ça, toute cette expérience, ça m'a fait. J'ai appris énormément. Ça a été une deuxième chance, une deuxième vie, et de dire que, arriver à prendre un si gros coup, parce que bon, ça a été quand même entre le facteur chance que j'ai eu, parce que les balles sont passées très près de zone vitale. En fait, la balle, je dirais, zigzagué. Elle a zigzagué entre les points. Elle est juste passée pour me dire, je passe par là, mais t'inquiète, j'abîme rien. Je me rappelle de la phrase du chirurgien au réveil, quand il m'a dit « Vous avez eu de la chance ». Dans ma tête, je disais « Mais non, si j'avais eu de la chance, on m'aurait pas tiré dessus ». En fait, et cette vision d'esprit, en fait, je l'ai gardée pendant peut-être 6, 7, 8 mois encore, parce qu'en fait, je me dis « Mais pourquoi il a dit que j'avais de la chance ?» Non, j'aurais pas eu de la chance. Hein. En fait, en y repensant maintenant, vraiment avec du recul, un bon recul, je me dis ouais, en fait, oui, j'ai eu de la chance. Parce que là, en fait, ça aurait pu, oui, il aurait pu me rater. Mais ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être bien, bien pire. Et c'est vrai qu'on met du temps, en fait, il y a des décisions, en fait, et des phrases, en fait, qu'on en revient avec la maturité. Il faut du temps, en fait, pour comprendre et pour maturer. Je prends un second coup, et le deuxième coup, c'est juste après, dans les heures ou jours qui ont suivi, je ne me rappelle plus, quand il me dit bon, mais maintenant, on fait quoi? Parce que Bayonne, c'est fini, Force Spéciale, c'est fini. Parce que là, techniquement, pneumothorax, vous êtes inapte TAP. Donc vous pouvez oublier tout ce que vous avez vécu maintenant, il va falloir penser à la suite. Là, là, tu as envie de dire, bah, écoutez, laissez-moi 2 heures, 2 jours, 2 ans, tranquillement, et je vais y réfléchir, là, parce que là, le choc, il était... Donc j'ai pris 1 ou 2 jours pour maturer un peu tout ça, pour vraiment encaisser le choc. Jamais de la vie, en fait, quelqu'un m'a dit que je ne pourrais pas le faire. Pourquoi? Pourquoi je ne pourrais pas le faire? Pourquoi? En fait... j'ai encore mes 2 jambes, j'ai encore mes deux bras, donc qu'est-ce que je ne pourrais pas faire? Et en fait, ça travaillait pas. Là, je l'ai vu, j'ai dit en fait non, mais en fait, vous dites non, mais moi je dis oui. Et là, bon, ça m'a fait marrer parce qu'en fait, ils me disent, il a eu cette phrase et c'est vrai que ça caractérise vraiment le régiment et même l'armée en général. C'est vrai, il me fait vous me saoulez tous de Bayonne parce qu'en fait, vous êtes jamais d'accord avec les décisions médicales. On vous dit que c'est plus possible et vous voulez quand même le faire. Je dis, ben oui, c'est... En fait, au pire, je me planterai. Au pire, je me planterai, j'y arriverai pas, mais je vais pas abandonner comme ça, je vais pas dire je le ferai pas. Et c'est vrai que je lui ai tenu tête, j'ai dit non, mais en fait, je le ferai. Vous allez me dire que je peux pas, et moi, en fait, maintenant, j'ai
j'ai le reste de ma vie pour vous prouver le contraire, pour vous dire je pourrais y arriver. Du coup là c'était très dur, pareil, très dur, parce qu'en gros il a entendu, il m'a dit, pareil, il a pris du temps à la réflexion, il m'a dit j'entends, ok, laisse-moi du temps. Du coup il est revenu, il est revenu quelques jours après, pareil, il m'a dit bon ok, on va faire quelque chose, on va faire quelque chose. Là, à ce jour, voilà, on est là. T'es blessé, t'as un pneumothorax, t'as la clavicule qui est éclatée, t'as du sang dans les poumons, t'as une côte, elle est pareil, elle est en vrac. Donc maintenant, prends le temps. Il te faut 1 an. Tu prends 1 an pour te reconstruire. Tu prends 1 an où tu vas pas faire l'idiot, où tu vas faire au rythme où je vais te dire les choses. Voilà. Voilà, ça veut dire travailler ta respiration, travailler toute ta mobilité, te reconstruire doucement. Et ça a été fait. J'ai pris le temps, on a fait les choses et il a dit voilà, si tu fais ça, moi, si tu es apte, si tu reviens dans 1 an et que tu me prouves les choses, je te redonne toutes tes aptitudes. Du coup, il s'est passé, voilà, j'ai pris l'année qu'il fallait. Ça veut dire tous les jours se lever à 7-8 heures du mat, faire comme. Après, voilà, je n'étais pas le plus discipliné non plus. Hein. C'est vrai que c'est très dur pour quelqu'un comme moi qui est quand même, je dirais, accro au sport. Je faisais énormément de sport. Ma vie se résumait avec mon boulot, le sport et mon boulot. Donc, me mettre sur un lit et me dire, en fait, techniquement, je peux que marcher, parce qu'en fait, courir, je ne peux pas le faire avec un bras en écharpe. Marcher, bon, pour faire du sport en marchant, il va falloir marcher beaucoup quand même. Faire du vélo, en fait, avec un bras en écharpe. Voilà. Donc, bon, après, je me suis fait défoncer. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du roller. Je me suis fait défoncer par l'infirmière quand elle venait me changer les passements et qu'elle me voyait les rollers au pied du lit. Elle dit mais je comprends pas là. Ils font quoi les rollers au pied du lit vous avez une clavicule pétée. J'ai dit ouais, mais si je tombe pas, il n'y a pas de risque. C'est ça. En fait, j'avais besoin de ça. Enfin, indirectement, j'ai pris. C'est vrai que comme je dis, c'est pour ça que je temporise quand il m'a dit fais pas le con. Après voilà, il me fallait quand même ça pour pouvoir en fait garder ce cap et garder l'idée de toujours en fait récupérer. Pour récupérer ma capacité pulmonaire, il fallait que je fasse du cardio. Et en fait, j'ai fait énormément de roller quand j'étais petit. Et en fait, il y a qu'un seul truc où j'étais aussi stable que sur mes pieds, c'est sur des rollers. Et du coup, je partais faire 4, 5, 6 heures de roller dans les Landes. Là, je prenais une piste cyclable et j'allais jusqu'à la fin de la piste cyclable et je revenais. Et elles sont longues les pistes cyclables dans les Landes. C'est énormément de sacrifices, mais en fait, c'est un défi qui est tellement ouf et tellement improbable que c'est ce qui m'a motivé. Dire en fait, il n'y a aucune chance que tu y arrives, alors pourquoi tu n'y arriverais pas? Et en fait, finalement, voilà, c'est vrai qu'au bout d'1 an, je suis arrivé, je dirais pas que j'ai des meilleures performances, mais presque. En fait, parce que physiquement, je suis beaucoup plus équilibré qu'avant. Après, sur le cardio, j'ai énormément perdu. Le poumon, je ressens énormément. En fait, les traces de la blessure, je les ressens tout le temps. Mais par contre, je suis mieux équilibré qu'avant. Parce que j'ai pris le temps de bien. Et j'étais, mine de rien aussi, grâce les protocoles de l'armée ont vraiment évolué et sont vraiment bien pour les blessés. Ça pourrait toujours être mieux. J'ai eu la chance en fait de faire deux séjours au CERS à Cabreton, où là en fait c'est une usine à gaz. On est dans un environnement en fait où on est payé et notre but quotidien est de faire du sport, ça veut dire, et de récupérer. Faire du sport, récupérer, voir un kiné. On a mal quelque part, on se fait masser. En fait, tout est là. En fait, on va à l'étage qu'il faut. Il y a un étage où il y a les machines de sport, l'étage de la récupération, les kinés, diététiciens, et là en fait. Et on navigue au milieu de tout ça.
Et c'est vrai que ça a favorisé en grande partie aussi la récupération. Déjà au bout d'un an, j'étais retourné voir le chirurgien qui m'a redonné mes aptitudes. Voilà, sur le plan physique, j'allais bien. C'est le même chirurgien qui m'a dit que les mecs de Bayonne, on le faisait chier. C'est le même chirurgien en fait, qui a su déjà dans un premier temps en fait, m'écouter et me dire si tu me prouves que tu peux y arriver, je ferai en sorte en fait, parce que c'est pareil, lui il prend énormément de risques en me mettant apte parce que derrière, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui lui disent, des textes officiels, qui lui disent non en fait il peut pas. Mais c'est le chirurgien en fait, moi ce que j'ai aimé, c'est le chirurgien qui a su m'écouter, qui a dit si tu travailles, si tu essayes et que tu y arrives, moi je te signerai tes papiers et tu seras apte. Pour faire la comparaison, je peux avoir 160 squats. Si en fait dans le scanner il détecte qu'il y a une fuite quelque part ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, en fait ça n'aura pas de valeur. Et du coup en fait c'est vrai que on arrive là, on se prépare pendant un an en fait, entre les exercices de respiration. En fait, ça c'est tous les petits exercices c'est tous ces petits exercices accessoires qui sont basiques, mais qui sont énormément chronophages. On se dit toujours qu'on peut faire mieux et que ça mentalement c'est super épuisant. Et du coup, je me retrouve là-bas et me dire maintenant en fait c'est le jour J, ça passe ou ça casse. Et du coup, ça s'est bien passé. Il était super, et ce qui est bien, c'est qu'il était content moi ce que j'ai vu après les discussions que j'ai eues avec lui, il était content de me voir et il était content en fait de pouvoir me redonner mes aptitudes. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'il a fait à contre-cœur parce qu'on lui a tordu la main. C'est quelque chose en fait et c'est ça qui est important. Il fait les trucs en fait, il a la réglementation. Mais s'il voit qu'il peut le faire, en fait, il l'a fait. Et c'est vrai que ça, ouais, c'est une belle expérience. Ça prouve qu'en fait, avec la volonté, on arrive à beaucoup de choses. On va dire que la route n'est pas tout droite, mais, bon, mais on est quand même arrivé à garder le cap. Il y a eu quelques sorties de route, mais c'est ça, ouais, c'est vrai que la division régiment qui gagne, là, on la retrouve directement. C'est vrai que si on suit ce qu'on nous dit, certes on ira quelque part. Mais après si on est motivé, et qu'on croit en ce qu'on veut et qu'on se donne les moyens pour y arriver, voilà pourquoi en fait il y a que, comme je dis, il y a personne à part moi qui peut dire que je ne suis pas capable. Je pourrais me tromper, je pourrais faire des erreurs, je pourrais ne pas y arriver. Mais il y a personne qui peut me dire que je ne suis pas capable. Et si la personne me dit que je ne suis pas capable, en fait c'est dommage parce qu'en fait je suis émulé, je suis un têtu. Et en fait mon but ce sera de lui prouver qu'elle a tort. Tu me dis que je ne suis pas capable, maintenant en fait je vais arrêter de vivre et mon but ce sera de te dire que tu as eu tort. En gros c'est ça. Et si je rencontrais un jeune qui venait me voir parce qu'il est intéressé par l'armée, ce que je pourrais lui dire en premier lieu, c'est déjà de bien se documenter. En fait, de nos jours, on a quand même énormément de médias et de sources d'informations. Je lui dirais aussi de se préparer, mais se préparer intelligemment. Quand je dis se préparer intelligemment, je vais volontairement rien citer du tout, mais que ça ne sert à rien de faire des stages de tir, des stages de je ne sais plus quoi dans n'importe quel centre tactique ou pseudo-tactique. Parce que le problème, c'est que ce serait plus desservir qu'autre chose. Il y a énormément de choses qui sont à travailler avant le tir et avant le CQB et tout ça. Les stages rêveurs où en fait, où juste on récupère entre 500 et 800 euros le week-end pour faire un stage de CQB alors qu'il n'y a aucun intérêt et qu'il y aura entièrement le temps de le faire plus tard. Ce qui est intéressant, voilà, c'est surtout de se travailler les langues. Ce qui est intéressant maintenant à l'armée, c'est qu'on s'oriente vers une armée de professionnels, une armée européenne et voire mondiale. Donc en fait, maîtriser l'anglais,
maintenant, en fait, de nos jours, c'est primordial, je pense. Avoir une bonne conscience et arriver à maîtriser plus ou moins bien la géopolitique, savoir à peu près un petit peu dans quel conflit et dans quelle zone on s'étend, pourquoi et quels sont les enjeux de la France. Après voilà, et en termes de préparation, en fait, une préparation, en fait, les préparations qui sont les plus efficaces, en fait, c'est vraiment des préparations qui pourront vous servir là. On le répète souvent en fait quand on nous pose des questions, et c'est les premiers trucs qu'on dit, une préparation physique générale, voilà, ça reste la base. Après la CO, les courses d'orientation, en fait, voilà, c'est les principales sources d'échecs à l'armée, c'est souvent sur les CO, sur l'orientation, parce qu'en fait, on arrive sur des gens en fait ils ont fait du tir, ils ont fait plein de trucs, mais ça en fait à l'armée on vous l'apprendra, on vous apprendra à tirer. Il y a des moniteurs qui sont en fait très compétents et c'est leur boulot. La CO, en fait, lire une carte, marcher avec un sac, marcher dans la montagne, ça en fait c'est un truc que vous pouvez faire, en plus c'est fun, c'est cool. Vous partez en famille, vous partez avec des amis, prenez une carte, une boussole, au pire vous mettez le GPS dans le sac, et voilà, et vous vous orientez, et vous allez voir, dire n'importe où, vous allez n'importe où en France, vous avez de quoi vous éclater, et voilà, et vous travaillez pour le futur. Et au pire, si vous voulez, vous prenez un livre en anglais, vous lisez en anglais en même temps. Comme ça, vous travaillez encore plus. Et le fait déjà de marcher en montagne, ça va travailler votre cardio. Moi, je me rappelle sur des phases, je courais pas, on n'a quasiment pas couru, on a fait que marcher en montagne. Ben, j'avais pas du tout perdu. Donc en fait, la marche montagne, ça fait énormément travailler le cardio. Vous travaillez sur votre respiration. Après, en termes de prépa physique, voilà, tout ce qui est... alors, je vais parler pour ma paroisse, mais c'est vrai que enfin, le CrossFit maintenant représente en fait la meilleure alternative. En fait, c'est quelque chose qui allie énormément la gymnastique, la posture, le travail de force, l'haltérophilie et le cardio. Donc en fait, voilà, on ne cherche pas en fait à l'armée ou dans les unités, que ce soit en fait conventionnelles ou aux forces spéciales. En fait, on ne cherche pas des grands coureurs, on ne cherche pas des haltérophiles, mais on cherche une personne en fait qui saura faire des efforts courts, des efforts intenses, des efforts longs. Ça va pas être le meilleur nageur, mais il sera flotter. Ça va pas être le meilleur coureur, mais en fait il saura marcher, courir. Et s'il faut encore remarcher, il saura marcher. En fait, vous apprenez dans cette discipline en fait le travail sur vous-même, le travail contre vous-même en fait. Et c'est ça en fait. La majorité des tests, en fait, sur la majorité des tests au SACHCO et un cursus en fait, beaucoup d'échecs ou d'abandons en fait, c'est des abandons que les gens ont eu contre eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils se sont dit en fait, j'y arrive pas, je peux plus. Où vous situez votre curseur de je peux plus? Si vous êtes habitué à le travailler en disant, ben en fait, tant que je peux, je peux. Tant que je peux, je peux. Enfin, en fait, vous allez travailler ça. Si à la moindre difficulté, c'est votre curseur de je peux plus, ben c'est sûr que voilà. Donc c'est vrai que cette prépa physique de type CrossFit, en fait, ça vous fait travailler en fait cette course contre vous-même, cette course contre l'échec, et qui pourra vous servir aussi sur pas mal de tests. Du coup, après ces belles années de service auprès de l'institution, j'ouvre avec ma compagne notre salle de CrossFit dans le sud de Paris. En fait, CrossFit en fait, qui est après mon boulot ma passion. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait reprendre mon niveau, reprendre goût à un peu tout suite à ma blessure. Ça a été c'était l'élément moteur de ma rééducation. Du coup, on ouvre notre salle de CrossFit en début 2023 dans le sud de Paris, sur la ville de Marcoussis, sur une petite zone industrielle qui est en train d'être créée. Et on sera heureux de vous accueillir pour ceux qui veulent venir manger un bout et goûter aux douceurs italiennes fait maison, ou juste échanger, partager un WOD ou juste visiter.